Merci, bonjour, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé cette présentation. Tout d'abord, je voudrais excuser la doctoresse Magnan qui devait présenter avec moi, mais qui a un empêchement familial de dernier moment, donc je vous ferai seul cette présentation. Tout d'abord, comme d'habitude, on n'a aucun conflit d'intérêt à déclarer, quel qu'il soit financier, industriel ou autre. Donc cette histoire, elle a commencé sur les gelures. Je vais vous parler donc aujourd'hui des gelures sévères et de l'OHB. Elle a commencé il y a plus de 7 ans par un projet Interreg France-Suisse qui a mis en collaboration les HUG, qui nous a mis en collaboration, nous, avec les hôpitaux du Mont-Blanc pour la prise en charge de cette pathologie. Tout ça, ça s'est fait sur l'idée d'un homme, d'un médecin, à qui je voudrais rendre honneur aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés dans un accident tragique il y a un peu plus de 2 ans. Emmanuel Cauchy, qui était un médecin passionné, mais aussi un alpiniste et un guide de haute montagne, qui a passé toute sa vie à essayer d'améliorer la prise en charge sanitaire des gens qui partaient en expédition et des alpinistes. Donc il va rester avec nous à peu près toute la présentation, vous le verrez quasiment sur toutes les diapos. Il faut savoir que c'est grâce à lui qu'on a commencé ce projet et que malheureusement il n'aura jamais vu les résultats de cette étude. Voilà, donc lui est dédié, c'est la première fois qu'on fait une présentation orale publique avec les résultats de cette étude. Donc les gelures, tout le monde se doute de ce que c'est une lésion localisée causée par l'action d'un froid direct pendant un temps plus ou moins prolongé. Sa survenue, bien entendu, on pense toujours aux expéditions polaires, aux alpinistes, aux gens qui montent en haute altitude dans les grands froids, mais il ne faut pas oublier tous nos concitoyens qui malheureusement l'hiver restent dehors et vont pouvoir avoir des atteintes importantes. Et puis de temps en temps, malheureusement, certaines personnes veulent s'échapper de leur pays, veulent émigrer clandestinement et quand ils s'enferment dans des containers réfrigérés, ça peut entraîner de graves gelures aussi et des problèmes même mortels. La physiopathologie, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque l'important c'est l'étude, mais que vous sachiez, il y a 3 phases. La phase de refroidissement avec l'anoxie tissulaire due à la vasoconstriction, due au froid, puis s'ensuit la surfusion et la cristallisation, c'est-à-dire le gel lui-même des liquides intra- et extravasculaires. La deuxième phase, c'est la phase de réchauffement, au cours duquel on va voir apparaître ce qu'on appelle l'ischémie de reperfusion. Juste après ce réchauffement, va apparaître la cyanose initiale qui va nous permettre de classifier, de grader les lésions et de nous donner un pronostic. On va le voir juste après. Après cette phase de cyanose, on a l'apparition au bout de quelques heures et quelques jours d'œdème, puis de phlyctène. Et enfin, la troisième phase, la phase de cicatrisation, qui est la phase aussi de momification des parties non vitales, la momification et l'amputation de ces parties. Cette classification, je vous en parlais il y a un instant, elle est essentielle pour faire le pronostic. Alors dans la littérature, vous trouverez tout un tas de classifications différentes depuis une vingtaine d'années, en tout cas en Europe et depuis quelque temps sur le continent américain. On utilise la classification faite par Emmanuel Cauchy, qui est une classification très simple sur les lésions initiales. Elle se fait uniquement après réchauffement, ça il faut le savoir. On ne peut pas la faire avant ou plusieurs heures après le réchauffement quand les phlyctènes sont arrivés. Cette classification se fait vraiment immédiatement après le bain, après le réchauffement du membre. Elle est en 4 stades, plus un cinquième dont je vous parlerai. Le premier stade, c'est une atteinte uniquement de l'extrémité des doigts et une lésion initiale qui va disparaître après le réchauffement. Le pronostic est très bon. Tout ce que pourra conserver le patient, c'est éventuellement des douleurs des extrémités ou des sensibilités au froid par la suite. Le stade 2, c'est
une lésion qui va rester sur la pulpe après le réchauffement, avec une cyanose plus ou moins importante de l'extrémité du doigt, mais qui ne dépassera pas l'articulation distale. Le pronostic est bon, on sait que tout ce qui pourrait arriver de néfaste, même en dehors de tout traitement, ça va être la perte des tissus mous, éventuellement de la pulpe, et éventuellement un ongle qui pourrait tomber. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'amputation distale. Le stade 3, c'est une atteinte de l'articulation distale au minimum, de la phalange intermédiaire, voire de la phalange proximale. On sait que le pronostic fonctionnel est engagé. On a, selon les séries, entre 30 et 50% de chances d'avoir une amputation. Le stade 4 est une atteinte de l'articulation métacarpophalangienne ou métatarso-phalangienne. On sait que là, le risque d'amputation est quasiment de 100%. Et puis enfin, le stade 5, que je n'ai pas cité ici, c'est une atteinte du poignet ou de la cheville, c'est-à-dire de la main entière ou du pied entier, et l'amputation est quasi certaine. À J2, J3, on va pouvoir faire un examen qui est primordial pour le pronostic, c'est une scintigraphie osseuse. C'est le seul examen complémentaire qui est validé par des grandes séries depuis plus de 20 ans maintenant. Il va donner le pronostic. On voit nettement ici sur cette scintigraphie qu'il n'y a plus de perfusion au niveau osseuse sur les extrémités des 5 doigts et que probablement le pronostic fonctionnel va être engagé. Il est médico-légal à l'heure actuelle. On fera à tout coup ce type d'examen lors de gelure. Le traitement, je vous disais tout à l'heure, il est essentiel. Le premier geste, c'est un réchauffement qui doit être rapide, en 1 heure de temps, avec un bain de l'extrémité dans une eau à 38 degrés 40 maximum. Ça ne doit pas être trop chaud, ça ne doit pas être trop froid, ça ne doit pas être trop lent, ça ne doit pas être trop rapide. C'est 1 heure à 38 degrés. Après ce réchauffement, c'est à ce moment-là qu'on fera le pronostic. Enfin, pour lutter contre le vasospasme, l'hyperviscosité, l'inflammation, il va falloir hydrater, avoir un remplissage correct du patient dans les premières heures. Il sera mis sous anti-agrégant plaquettaire, aspirine à 250 mg. Le traitement, le gold standard des traitements à l'heure actuelle, c'est l'Ilomédine, traitement vasodilatateur en pouce seringue sur une période de 6 heures quotidiennement. Enfin, il y aura les soins locaux, plus ou moins antibiothérapie en fonction de l'état des plaies les jours suivants. On peut se poser la question de la thrombolyse. Elle est effectuée assez souvent en Amérique du Nord. À l'heure actuelle, elle n'est pas validée comme traitement de la gelure, mais c'est encore un traitement à l'étude. Alors, SOS gelure, ça a été quoi? Je vous l'ai dit, ça a été la rencontre avec Emmanuel Cauchy, qui, depuis des années, pensait que de suroxygéner une lésion de gelure dans les phases initiales pouvait avoir un intérêt. Et puis un jour, il s'est aperçu qu'à côté de Chamonix, il y avait un caisson qui était ici au HUG. On s'est rencontrés et on est parti sur cette étude, sur ce projet Interreg, qu'on a commencé en 2013 et qui s'est fini l'an dernier, en 2019. Donc c'est une collaboration au départ avec les hôpitaux du Mont-Blanc, mais rapidement, le CHAL, Alpes-Léman, le centre hospitalier Alpes-Léman, et puis les centres hospitaliers de Marseille, Perpignan, Lyon, Nice, se sont mis avec nous pour augmenter ce pool de patients. Notre problème, il faut savoir que les 3 premières années de l'étude, on n'a pas eu un seul gelé à inclure. C'était compliqué. C'était bien pour nos patients, mais c'était compliqué pour notre étude. Et puis à partir de 2015, on s'est dit qu'il fallait monter un réseau. Donc on a mis un numéro unique, on a créé un registre international des gelures, et puis un site internet. Donc on a essayé de monter sur l'arc alpin un réseau de prise en charge de ces gelures, ce qui nous a permis d'aboutir sur notre recherche. Alors cet essai, c'est un essai clinique prospectif entre 2013 et 2019
qui a proposé d'évaluer l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare dans ces gelures. Tous les patients ont été, de 2013 à 2019, ont été traités, il n'y a pas eu de randomisation. C'est une étude observationnelle qu'on a comparée à une ancienne cohorte historique de 2000 à 2012. Les patients pris en charge aux hôpitaux du Mont-Blanc pendant ces 12 années, qui a servi de groupe contrôle. L'intérêt de ça, c'était que c'est une pathologie qu'on voit quand même assez peu couramment, surtout qu'on ne prenait en charge par l'OHB que les stades, les grades 3 et 4 ou 5. Donc peu de patients. La randomisation était donc difficile à faire dans le temps qui nous était imparti. L'avantage de faire tout avec les hôpitaux du Mont-Blanc, c'est que depuis 2010, Manuel Cauchy avait plus ou moins stéréotypé la prise en charge et que cette population de contrôle qu'on avait avait eu le même traitement que nos patients qu'on prenait en charge, mis à part l'OHB bien entendu. Alors le traitement, la procédure à J0, c'était donc un réchauffement rapide, 60 minutes, 38 degrés. On sélectionnait les stades 3 et plus. Ces patients avaient une première injection d'Ilomédine au pouce seringue pendant 6 heures. Puis il y avait un transfert vers la chambre hyperbare pour avoir ce qu'on appelle une table OHB standard longue. C'est une table à 2,5 ATA, l'équivalent de 15 mètres de fond sous l'eau, pendant 2 heures au fond. Puis une remontée en 20 minutes sous oxygène. Ce que vous pouvez voir ici et là, toutes les 25 minutes environ, nous faisons un break à l'air. Ça, c'est une sécurité pour éviter les crises hyperoxiques et les effets indésirables de l'oxygène à forte dose. Puis les jours suivants, c'était toujours de l'Ilomédine au pouce seringue pendant 6 heures, et ce, pendant 3 à 8 jours selon les résultats de la scintigraphie. Le même jour, on faisait soit une OHB longue, soit 2 OHB standards. La différence du standard, c'est que c'est uniquement 1 heure en pression. Et puis à J2, J3, il y avait cette scintigraphie pronostique. Donc le groupe contrôle, on a récupéré entre 2000 et 2012 168 dossiers. 130 ont été exclus puisque c'était des grades 1 ou 2, où il n'y avait pas eu de traitement. 8 ont été exclus parce que le traitement avait été incomplet ou bien le dossier était incomplet. Il nous restait 30 dossiers qui présentaient tous les critères, stade 3, 4 ou 5, avec un traitement Ilo-Prost, Ilomédine bien mené et un délai de prise en charge inférieur à 72 heures. De l'autre côté, le groupe OHB, le groupe traitement, 199 patients pris en charge entre les hôpitaux du Mont-Blanc et les HUG, 167 qui ont été exclus parce que stade 1 ou 2, 6 qui ont été exclus parce que soit ils avaient eu de la thrombolyse, soit le traitement était incomplet, soit le délai était supérieur à 72 heures, 26 patients inclus ici au HUG, et puis grâce à nos collègues de Lyon, 11 patients traités entre 2013 et 2019, et 2 patients inclus à Lyon dans cette étude. Il faut savoir qu'à Lyon, ils ont exactement le même caisson, le même centre hyperbare que nous, donc ils pouvaient faire exactement la même chose. En tout cas, donc, 28 patients inclus et traités pendant ces 6 ans. Les premiers résultats étaient éloquents. Je pense qu'Emmanuel serait content, fier et heureux pour la prise en charge des futurs patients. C'est qu'en moyenne, on est passé de 30% d'amputation à moins de 1% d'amputation. Emmanuel l'avait dit, il était persuadé que, comme quand ils ont introduit l'Ilomédine dans le traitement, ils ont reculé l'amputation d'une articulation. Il était persuadé qu'avec l'OHB, en plus de l'Ilomédine, on allait encore repousser l'amputation vers l'extrémité. C'est le cas, moins de 1%, 0,8% de segments amputés par rapport aux segments atteints initialement. Alors, il faut que je vous explique comment on a pensé l'étude, c'est que sur une main, on peut avoir plusieurs types d'atteintes. Ici, on voit une atteinte, un stade 2 sur le majeur et un stade 3 sur l'annulaire. Donc, on a en fait compté les segments atteints au moment juste après le réchauffement
pour pouvoir être sûr de savoir si on allait sauver ou si on allait conserver. Voilà, c'est pour ça que dans le groupe contrôle, on avait 252 segments, c'est-à-dire 252 phalanges atteintes. Il y en a eu 69 d'amputés, alors que dans le groupe OHB, on avait 355 phalanges atteintes et il y en a eu d'amputés que 3. Si on prend le problème inverse, on a en moyenne par patient sauvé 2 fois plus de segments que dans le groupe contrôle. Je vous ai mis cette photo parce que tout à l'heure on parlait de cyanose, mais quelquefois ce n'est pas une cyanose, mais au contraire un livido qui apparaît après le réchauffement. Donc je donne cet exemple pour les jeunes médecins qui verraient des gelures. Souvent on nous dit « Ah mais il n'y a pas de cyanose, donc ça va, le pronostic est bon ». Ça peut être au contraire un livido. Alors les points faibles de cette étude, c'est le faible échantillonnage. 60 patients, 58 patients, 30 et 28. Mais c'est une pathologie, heureusement, qui est peu fréquente, même si on a le massif du Mont-Blanc qui est à proximité. L'autre faiblesse, c'est un essai clinique qui n'est pas randomisé. C'est une comparaison entre deux groupes avec un groupe prospectif et une analyse rétrospective de dossiers d'un groupe historique. Ça, c'est pour les points faibles. Ce qui a été le point fort, et dans les résultats, c'est quand on a comparé les deux groupes. On sait que dans les facteurs de risque de mauvaise évolution d'une gelure, il y a l'âge, il y a le délai de prise en charge et il y a la gravité, bien entendu, de la lésion. Au niveau de l'âge, en moyenne, le groupe traité était plus âgé significativement plus âgé que le groupe contrôle. Au niveau du délai de prise en charge, vous le voyez aussi, c'est pareil, on a eu plus de patients à 24-72 heures que de patients à moins de 12 heures par rapport au groupe historique. Et puis sur la gravité initiale de la lésion, on s'est aperçu que dans le groupe traité par OHB, on a beaucoup plus de patients atteints de 4 segments que de 2 segments. Donc on a une gravité de lésion de départ initiale qui est plus importante que dans le groupe contrôle. Malgré tout, ça n'empêche pas le biais statistique qu'il y a, puisqu'on n'avait pas de randomisation et qu'on n'avait pas une étude qui était menée comme on voudrait à l'heure actuelle le mener en evidence base. Donc en conclusion, c'est le premier essai clinique prospectif qui évalue l'intérêt de l'OHB sur les gelures. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a reculé l'amputation, le niveau d'amputation, qu'on a eu un nombre de segments sauvés nettement significativement supérieur dans le groupe SOS gelure que dans le groupe sans OHB, que le nombre d'amputations était inférieur dans le groupe OHB que dans le groupe traité de façon standard, et que l'OHB, on l'espère, devrait être proposé en complément de traitement, du traitement classique, et même tardivement. En effet, dans les patients qu'on a éliminés dans l'analyse statistique, il y a des patients qui sont arrivés tardivement, donc il y avait un très mauvais pronostic de départ, et pour qui il n'y a pas eu d'amputation malgré des lésions initiales importantes. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier déjà les hôpitaux du Mont-Blanc, bien entendu Emmanuel, à qui je fais encore un honneur, et à qui je voudrais rendre hommage. Mais je voudrais remercier aussi au HUG toute l'équipe du CRC et le professeur Gaillet-Agéron qui nous a aidés pour monter cette étude statistique. Je voudrais remercier le professeur Lovis et le CIMED qui a hébergé le registre international des gelures, ce qui n'était pas une mince affaire non plus. Et en fait, enfin, je voudrais remercier l'Arc jurassien et le projet Interreg France-Suisse qui a, dans la quasi-totalité, financé cette étude.